qui ont disparu par la force du temps. Donc sur cette période 1837-1846, date à laquelle il va décéder, avant même d'avoir d'ailleurs vu l'inauguration du muséum se faire. On peut parler de muséum, en fait ce sont les deux galeries du rez-de-chaussée du musée-bibliothèque qui venaient d'être créées pour abriter non seulement le musée de peinture, mais également la bibliothèque municipale. Deux galeries consacrées à l'histoire naturelle qu'il ne verra pas se mettre se mettre en place, oui, mais s'inaugurer, parce que 3 semaines avant la date fatidique, il décède. C'est donc son préparateur, son assistant, Guillaume Lénier, qui va prendre la relève et finalement mener à bien cet exploit de créer une section d'histoire naturelle au Havre. Ce fameux personnage, Guillaume Lénier, était papa d'un petit garçon que d'ailleurs Charles-Alexandre Le Sueur avait pris sous son aile et avait emmené à la découverte du littoral. Il s'appelle Gustave Lénier, bien évidemment. Lui-même deviendra conservateur du Muséum d'histoire naturelle. Et là, nous sommes sur des périodes allant de 1859 à 1905, date de son décès. On est vraiment dans la période durant laquelle, justement, toute cette découverte du littoral, toute cette montée en puissance du cromlech, des stations marines préhistoriques vont se faire et vont se concrétiser. J'en reviens au dessin de Charles-Alexandre Le Sueur, parce que ces dessins, et d'ailleurs Guillaume Lénier, puis Gustave surtout, contribueront à les faire rentrer dans les collections de la ville du Havre. Ces dessins qui existent et qui sont excessivement importants vont nous permettre de découvrir, comme on le disait tout à l'heure, des choses qui ont disparu. Quel aspect particulier a été modifié le long du littoral? Déjà en 1838, il disait que la lame qui battait en côte, une jolie expression, et les courants changeaient, se modifiaient et poussaient le galet à s'accumuler de plus en plus et à venir obstruer l'entrée du port du Havre. Donc il y avait nécessité de conserver les épis et les parquets. Un terme que je vous demanderai de conserver dans votre mémoire. Le temps passe, bien évidemment, il continue à dessiner, à regarder ce qu'il voit, il parcourt la falaise, il va également prospecter dans les éboulements qui ont lieu sur l'estran, sur le cap de la Hève, et ces dessins nous rappellent tout ça. Alors, on ne va pas détailler l'ensemble des événements qui ont pu intervenir durant cette grande période durant laquelle il a parcouru le littoral, mais si vous me permettez, je vais vous présenter quelques croquis qu'il a pu représenter en s'installant par là où nous sommes exactement, un petit peu plus haut, sur les hauteurs des bâtiments, à la place des bâtiments que l'on aperçoit derrière nous, en l'occurrence pour vous, ou alors dans le vallon d'Ignoval. Alors ces dessins de Le Sueur figurent dans la petite brochure que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, un premier dessin qu'il va représenter en étant en 1813, donc un peu avant son départ aux États-Unis. Il va s'asseoir dans des terrains labourés qui correspondraient finalement à ce que l'on aperçoit un petit peu au nord-ouest, pardon, par rapport à nous. Et il va montrer, il va représenter des avancées dans la mer qui vont être ornées de pics.
et c'est terminé par des ronds. Rien d'extraordinaire. La plupart des personnes qui ont étudié ces dessins ont interprété, comme il se devait d'ailleurs, ces choses comme étant des épis. Puisque vous savez que pour empêcher la dérive du galet et du sable long du littoral, on construit ce que l'on aperçoit d'ailleurs encore, c'est-à-dire des barres perpendiculaires au littoral qui freinent la dérive et qui empêchent le galet de venir s'accumuler trop rapidement à un endroit inopportun, en l'occurrence l'entrée du port du Havre. Et donc on les voit, ces épis. Sauf que les épis sont prolongés par des choses, ces fameux parquets dont je vous demandais de vous rappeler du nom tout à l'heure. Il va, une fois revenu en 1837, il va, on le disait tout à l'heure, reprendre ses visites le long du littoral et il va également continuer à représenter ces parquets. Il va les représenter à différentes saisons. Là, en l'occurrence, il fait même une petite annotation. Vent du sud-est, beau temps, mer calme. Ça pourrait presque être un temps comme on a aujourd'hui. Et il représente le mouvement de la houle qui vient s'écraser sur la côte, buter contre les épis, mais surtout les parquets. Une vue un petit peu plus éloignée montre de nouveau ces parquets. 1, 2, 3, 4, 5. Ces fameux parquets, il va donner des explications dans les notes qui heureusement sont également conservées dans les documents qui ont été transmis par la famille qui habitait encore sur cette adresse, mais également par des notes qu'il a échangées avec des collègues ou que Gustave Laigné a pu récupérer quelquefois au prix de choses assez extraordinaires. Il a récupéré énormément de dessins et de notes chez un papetier qui avait vendu une partie de papier chez un poissonnier qui servait, dont il utilisait les papiers pour emballer les poissons. Comme quoi, voilà ce que l'on faisait des œuvres scientifiques de l'époque, mais quelquefois malheureusement ça continue encore. Et donc, ces fameuses notes précisent que des parquets sont régulièrement espacés depuis le cap de la Hève jusque sous le Havre, on ne disait plus le Havre de Grâce à cette époque, sur les plages du Bas-Sanvic, nous y sommes, et sur la plage d'Ingouville. La plage d'Ingouville, on ne la voit pas, enfin on pourrait la deviner. La plage d'Ingouville, elle est en face de la résidence de France. Ces parquets sont régulièrement espacés, en gros, on va dire 200 mètres, il calculait en pas, donc il faut faire la transcription, 200 mètres entre chaque parquet étant long de 100 mètres approximativement. À aucun moment il ne parle de parquet simple ou de parquet double. Qu'est-ce que c'est que ces parquets? Ce sont tout simplement des parcs de pêche. Je vous montre en quoi consistent les parcs de pêche et vous comprendrez mieux ce qu'il en est. Voilà, représenté en 1877 par un dessinateur qui a été employé par le magasin Pittoresque. Vous connaissez tous la revue Le Magasin Pittoresque. Voilà un parc de pêche, un grand parc, appelé localement parquet ou perquis. Les pêcheurs qui pêchent avec un parc de pêche avec un perquis sont appelés des perquilleux. Et vous retrouvez d'ailleurs le terme, pour ceux qui font de la généalogie, vous allez retrouver quelquefois le terme dans les actes d'état civil, profession de la personne qui se marie ou du témoin ou perquilleux. C'était quoi? Eh bien c'était des gens qui pêchaient avec des parcs. Et c'était valable pour l'ensemble du littoral de Seine-Maritime. On va en reparler tout à l'heure. Voilà donc un parquet. Donc 100 mètres de long
pour la partie de chasse, des filets verticaux perpendiculaires au littoral qui vont grosso modo depuis la limite du galet vers le large et qui se terminent par une enceinte fermée en forme de rein. Quand on retire les perches et quand on retire le filet, voilà ce que ça donne. En fait, la chasse en position centrale, que l'on aperçoit à cet endroit-là, donc la chasse ici, et l'enceinte, appelée également accu, qui va servir à piéger le poisson. Comment est-ce que ça se passe? C'est tout simple en fait. Quand la marée est haute, les perches faisant entre 5 et 7 mètres de haut, le poisson se déplaçant toujours perpendiculairement au littoral, parallèlement au littoral, vient buter sur la chasse qui est perpendiculaire, se trouve, comme le banc ne peut pas remonter vers le galet, il repart vers le large, il suit la chasse, il rentre dans la fente qui est là que l'on appelle l'huissier, c'est la porte, et se trouve piégé à l'intérieur de l'enceinte. Sauf que, bien évidemment, pendant ce temps-là, la marée descend, et au bout d'un moment, tout se trouve à sec. Ça se trouve à sec pour les parcs les plus hauts. Mais pour ceux qui sont au large, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir 1 ou 2 parcs, quelquefois 3, sur les littoraux qui dégagent très loin, eh bien le dernier parc n'était accessible qu'aux très grandes marées et bien évidemment servait en quelque sorte de réserve de pêche, on va dire. C'était les parcs les plus hauts qui étaient utilisés à chaque marée. Ça permettait à une famille de vivre relativement aisément, enfin tout est relatif parce qu'à l'époque quand on avait 1 ou 2 poissons pour se nourrir c'était déjà pas mal. La pêche de poissons frais se vendait avec des petites charrettes dans la ville, il n'y avait pas loin à aller, il y avait 4-5 km et on allait vendre la pêche directement dans la ville qui était derrière les remparts, hein, n'oublions pas, les remparts ne vont disparaître qu'en 1852, au moment où Jules Ancel, le maire du Havre, qui a vu la population de la ville multipliée par 10, va considérer qu'on est trop allé droit derrière les remparts et va demander à Napoléon III que ces fameux remparts disparaissent. On en a encore la trace. Le rempart face à la mer, c'est le boulevard François Ier. Celui du nord, c'est l'avenue Foch. Celui du nord-est, c'est le boulevard de Strasbourg. On a donc encore le positionnement des anciens remparts qui ont été rasés, qui ont donné ces mailles, ces grands espaces qui seront aménagés en boulevard. On en a un exemple dans cours. Donc, la marée fraîche est vendue, on a un fermage qui se fait, le propriétaire du parc n'étant pas forcément celui qui utilise le parc. Parce qu'il faut des moyens pour construire un parc. Un parc de pêche, on considère qu'il va durer entre 3 et 5 ans sans être réparé. Au-delà de cette période-là, la météorologie, le courant vont détruire la base, abattre les perches ou déchirer les filets. Alors, peut-être est-il nécessaire de décrire en fait ce qu'est un parc de pêche et comment il est constitué. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une chasse perpendiculaire au littoral et une enceinte. On le voit bien là sur les dessins de 1751 qui sont extraits de Diderot et d'Alembert de l'encyclopédie. On a un muret qui peut être un muret de palots, c'est-à-dire en fait des branches
qui sont tressés autour de petites tiges plantées verticalement. La deuxième technique, c'est un muret de pierre. Sur ces murets de pierre, on a des perches qui vont permettre au filet d'être monté en hauteur. La base du muret va être suffisamment solide pour empêcher que le courant n'affouille la base de la perche et que tout tombe. Et ça permet également de fixer le filet. Parce que sinon, si le filet bat au courant, ben le poisson il passe dessous, il se sauve et on n'a rien du tout. Donc, c'est quand même une technique relativement élaborée, tellement bien que le nombre de parcs était tellement important le long du littoral de Seine-Maritime et même de Normandie, qu'en 1724, le roi va demander à un commissaire d'enquêter sur la disparition du poisson le long du littoral. Et oui, déjà à cette époque-là, on commençait à trouver que la pêche n'était plus aussi facile que cela, il devait y avoir une raison. Le maçon du parc, un nom presque prédestiné d'ailleurs, va donc parcourir le long du littoral et puis va inventorier l'ensemble des parcs depuis l'amirauté de Dunkerque jusqu'à celle de Granville. Le long du littoral de Seine-Maritime, Seine inférieure à l'époque bien sûr, il va également parcourir la côte et il va le faire en 5 jours. Alors, je ne sais pas comment il a fait, parce qu'il est allé rencontrer les pêcheurs, il est allé voir sur place, sur le littoral, il est descendu depuis Mers-les-Bains jusqu'au Havre, jusqu'au Havre et même plus loin, puisqu'il est remonté dans l'estuaire de la Seine, il est allé dans ce qui deviendra le quartier de l'Eure, qui était encore un village, le village de l'Eure, la petite l'Eure, la grande l'Eure. Il est également allé jusqu'à Harfleur pour inventorier l'ensemble des procédés de pêche. Et bien évidemment, il va remarquer ces parquets, ces grands parcs de pêche. Et il va les inventorier, il va les noter. Qu'est-ce qu'il ressort de cela? Eh bien qu'il y aura une dizaine de parcs qu'il va voir et qu'il va noter le long du littoral, depuis le cap de la Hève jusqu'à Ingouville. Il n'y a rien sur le Havre. Étonnamment, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que déjà à cette période du XVIIIe siècle, le Havre accapare la main-d'œuvre. Ce sont des journaliers qui vont travailler sur le port et ils ne s'adonnent pas à la pêche. Il n'y a pas de pêcheurs en tant que tels au Havre. Il y a quelques chaloupes qui vont mouiller des filets, mais en nombre restreint. Le maçon du parc notera malgré tout, selon un mode humoristique assez amusant, que les lamaneurs et les pilotes n'hésitaient pas à embarquer des lignes sur la chaloupe pour aller, on va dire, arrondir les fins de mois. Ça, c'est moi qui le dis, mais on sent vraiment que c'est ce qu'il indique dans son texte. Ces parcs de pêche, malheureusement, s'il les décrit, il ne donne aucune cartographie. Mais, grâce aux archives municipales, et puis au travail que nous avons pu établir en collaboration avec nos collègues des archives, nous avons retrouvé une carte qui date de 1664. Cette carte, la voici, c'est une carte qui est dressée par l'abbé Antier. Alors, j'ai fait une erreur dans le texte, vous voudrez bien m'en excuser. Ce n'est pas Victor, c'est Vincent. J'aurais dû le savoir. Manque de chance, je me suis fait piéger. Donc l'abbé Vincent Antier dessine le littoral de la Pointe de Caux pour le duc de Bois-Guillaume. Et qu'est-ce qu'il représente le long de ce littoral? Des parquets. Quand on superpose les informations données par le maçon du parc, 1724, à la carte de 1673, on s'aperçoit qu'en définitive, les parcs
ont la même localisation. Ils sont situés aux mêmes endroits. On passe à une carte qui a été dressée en 1764. Qu'est-ce qu'on aperçoit de nouveau représenté le long du littoral? Ces parcs de pêche. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, 1813, Charles-Alexandre Le Sueur dessine des parquets, des parcs de pêche sur Ingouville, le Bas-Sanvic et sur Sainte-Adresse. 1843, 42, 43, il les dessine encore. Donc ça veut dire que d'au moins 1673-74 jusqu'à 1846, les lieux sur lesquels sont établis les parcs de pêche n'ont pas évolué. Certains ont disparu parce que, bien oui, on a dit tout à l'heure que la base du parc était renforcée par des murets, mais il y a l'attaque de la vague. Au bout de 5 ans, il faut refaire le parc. Si la personne est trop âgée ou si les dépenses sont trop importantes, on abandonne le site. Ou on en refait un, mais pas tout à fait au même endroit. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une perpétuation du lieu de la zone halieutique. Et donc, ces localisations vont se retrouver entretenues. Entretenues, sauf qu'il y a deux phénomènes qui vont interférer sur le cours de ces parcs. Qu'est-ce qui va se passer dans les années 1845? Il va y avoir des tempêtes qui vont perturber le littoral. À partir de 1890, et ça c'est un phénomène que Jean-Pierre a souligné tout à l'heure et qui va être majeur, on va commencer à construire ce que l'on aperçoit là et qui barre le littoral, notre vue, la digue Nord. Charles-Alexandre Le Sueur avait noté en 1837 que les courants emportaient les galets et faisaient transiter le sable. La digue Nord va causer l'accumulation de ces sédiments, va causer la remontée du niveau, perturbation de la courantologie, des dérives, modification du littoral, ça veut dire une perturbation au niveau du déplacement des poissons. Moins de poissons, ça veut dire de la pêche en moins. Et quand on ne pêche plus, à quoi ça sert de continuer à entretenir des parcs chers qui nécessitent d'être tous les jours sur le terrain, été comme hiver, avec le froid ou avec la chaleur, pour récupérer les prises et les vendre. S'il n'y a plus rien à prendre, eh bien ça ne donne plus rien, on est obligé d'abandonner. Et c'est ce qui va se passer. D'autant plus qu'on est là dans une période où le port du Havre va prendre un développement excessivement important. On va se développer, enfin, le commerce international à destination des colonies, à destination de l'outre-mer, va prendre une importance telle que le commerce, mais également les flux financiers, la politique va changer et c'est le port qui va finalement phagocyter, prendre à elle l'ensemble des forces vives. Donc, modification du littoral, modification de l'état d'esprit, et on est aussi en 1847 avec l'arrivée des premiers trains de plaisir. Les Parisiens peuvent venir maintenant le long du littoral. Donc la ville va se transformer en station balnéaire, comme ça avait été le cas à Étretat quelques années avant, comme ce sera le cas également à Dieppe, comme ce sera le cas pour la basse Normandie. On va avoir le comte de Rianzares qui va demander dès le milieu du siècle l'autorisation de construire une propriété, une résidence secondaire qui sera implantée à cet endroit-là, que Marie-Christine, la reine Marie-Christine rachètera, qui deviendra le casino. Casino que pour quelques-uns d'entre vous, vous avez encore connu après-guerre, qui malheureusement a été détruit, mais qui se trouvait à la place du Ponant. Autre phénomène, pour attirer les gens, on construit des hôtels en bord de plage.
qu'est-ce qu'il y avait le long du littoral à la place de, on va dire approximativement à la place du musée André Malraux? Il y avait Frascati. Première construction, 1839, modifiée, changée, embellie. C'est à partir de cet endroit qu'auront lieu toutes les courses de yawl, les courses, les régates qui vont rayonner dans l'estuaire de la Seine, à telle enseigne d'ailleurs qu'on sera les premiers, Cocorico, en avance par rapport aux... Tiens, on a invité. En avance par rapport aux Anglais. On avait là des courses qui étaient réputées. Il est peut-être intéressé par les parcs de pêche. Hein. Et donc, l'ensemble de ce phénomène fait que, progressivement, eh bien, la plage n'est plus à destination des pêcheurs uniquement, elle va devenir de plus en plus un lieu de promenade, de réjouissance, de bains de mer, etc. Une installation de parc de pêche, ça gêne pour nager, ça empêche les libres activités. Donc, voilà. À telle enseigne, ça a tellement changé rapidement qu'en 1846, est-ce qu'elle est ma carte? Voilà. En 1846, une carte du littoral sera de nouveau dressée. Il n'y a plus de parc de pêche, mais qu'est-ce qu'on aperçoit à cet endroit-là? Une petite annotation. Pierre levée, 1846. L'histoire qui suit, vous la connaissez, Jean-Pierre vous l'a raconté. La montée en puissance du muséum, la création de la Société géologique de Normandie, qui deviendra en 1927 seulement, Société géologique de Normandie et amie du Muséum d'histoire naturelle du Havre. Cette Société géologique de Normandie qui va fédérer l'ensemble des forces intellectuelles vives de la ville du Havre en paléontologie et en géologie, mais également en préhistoire. Quel plus beau terrain pourrait-il y avoir que la plage du Havre avec les gisements chimérigiens, bien évidemment les éboulements du cap de la Hève, et puis ces bancs qui découvrent à marée basse. Je suis en train de regarder et voilà, il nous reste encore une heure à descendre. C'est souvent dans la dernière heure que ça file très vite. Ces bancs chimérigiens, d'ailleurs que l'on commence à entreapercevoir sur la partie au droit du vallon d'Ignoval. Ces bancs chimérigiens qui vont commencer à révéler ces merveilleux grands ossements des reptiles marins que seront les plésiosaures, les ichthyosaures, que vont découvrir nos paléontologues de membres de la Société géologique de Normandie et qu'ils offriront au Muséum d'histoire naturelle du Havre, qui resteront visibles pour les visiteurs jusqu'en 1939 et qui malheureusement seront détruits le 5 septembre 1900, j'ai dit 1800 non 1944 avec le carpet bombing de nos alliés qui malheureusement ont causé jusqu'à plus de 5000 morts sur l'ensemble de la ville, rasant les 150 hectares du centre-ville, le muséum n'ayant pas plus résisté bien évidemment à ces destructions. Donc nous voilà en fait au cœur même de la problématique avec ces parcs de pêche complètement oubliés, puisque même sur les cartes de 1846, on ne mentionne plus que Pierre Levé. Cette idée progressive de la préhistoire qui va s'imposer, avec les gisements préhistoriques qui vont effectivement être trouvés. Et puis, en 1932, notre ami Dutertre, qui en parcourant le littoral, va trouver les premières pierres levées. J'ai expliqué en gros. Oh, je peux reprendre.
Oui, donc je reprends donc en fait ces premières notations dans ces carnets, c'est 1929. Et il ne se pose absolument pas la question, puisque dans son esprit, bien évidemment, Le Havre est un site préhistorique tout à fait exceptionnel, donc ces pierres dressées qu'il découvre ne peuvent être que préhistoriques. D'autant plus que si le gisement que j'évoquais tout à l'heure, qu'on appelle station Romain, dans la mesure où c'est Georges Romain qui a le plus exploité ce site, et les bifaces que l'on voyait tout à l'heure sur la figure étaient justement des objets recueillis par Georges Romain, et qui ceux-là heureusement sont encore conservés, puisqu'ils sont au Musée de l'Homme à Paris. Ce gisement n'est plus accessible, et bien Marcel Dutertre va plus au nord, vers donc le cap de la Hève, et dans l'anse que l'on voit ici jusqu'au pied du cap, eh bien on découvre d'autres gisements de silex taillé. Le grand spécialiste français de l'époque de la préhistoire, c'est l'abbé Breuil. Et Henri Breuil est à ce moment-là en train de proposer une nouvelle classification des industries préhistoriques du paléolithique ancien et moyen. Il voit quelque chose qui, aujourd'hui on le sait, n'est qu'une vue de l'esprit. Il voit deux courants parallèles, l'un qui est responsable de la fabrication de ces bifaces, qui sont des outils à tout faire, coupoir, racloir, on peut dépecer du gros gibier avec, tailler des beefsteaks, on peut couper du bois pour se faire des saguets, etc. Et puis, parallèlement à ces cultures à bifaces, eh bien, des industries à éclat. Or, ce que Dutertre vient de découvrir, c'est justement des ateliers où on a des éclats, de très très gros éclats de débitage. Immédiatement prévenu, l'abbé Breuil vient et il dit « c'est le plus beau clactonien que je n'ai jamais vu ». Clactonien, c'est un terme qu'il propose pour désigner ces industries à partir d'un site anglais, celui de Clacton-on-Sea. Et donc le maître a parlé, personne ne remet en cause l'existence de ce clactonien. Et donc voilà, sur ce site, on a trouvé donc ces reptiles marins absolument prestigieux. Sur ce site pour lequel on avait proposé le terme de havrien. Sur ce site où l'on trouve donc ces bifaces, ces mammouths, ces rhinocéros, toute cette faune quaternaire vieille. À l'époque, on ne le sait pas, mais aujourd'hui, on le sait, vieille de 200 à 300 millions, pardon, c'est déjà pas mal, 200 000 à 300 000 ans. On découvre donc ces gisements dits clactoniens, donc que Breuil dont Breuil se sert pour asseoir sa théorie. Eh bien, évidemment, les pierres levées que Dutertre découvre ne peuvent qu'appartenir à ces temps préhistoriques. On a oublié depuis longtemps qu'il s'agissait simplement de parcs de pêche. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que personne ne se pose la question. Dutertre, à l'époque, passe pour le grand préhistorien havrais. C'est lui qui, entre les deux guerres, a publié le plus. Il anime les séances de la Société géologique de Normandie, celles de la Société havraise d'études diverses, de la Société linéenne de Seine-Maritime, et donc c'est vraiment un spécialiste reconnu. Tout le monde se précipite pour voir donc ces pierres levées comparées donc aux prestigieux cromlechs, on parle même de Stonehenge, des pierres dressées en rond. Et puis la guerre intervient, et avec la guerre, eh bien, l'occupant interdit d'aller sur l'estran. Sur la plage même du Havre, les Allemands coulent des chalands pour éviter tout débarquement. Donc, on perd l'habitude d'aller sur la plage. Et puis la libération intervient, fort heureusement pour tout le monde, et à ce moment-là, les chercheurs havrais reprennent le chemin de la plage, et ils cherchent en particulier à retrouver le cromlech. Mais entre-temps, les souvenirs se sont quelque peu estompés, et ce que l'on voit ne correspond pas à ce que l'on avait imaginé. Pourquoi? Oh, bien dit Dutertre et ses amis, c'est tout simplement parce que pour détruire ces chalands, on a dynamité tout cela. Et ces vestiges se sont trouvés complètement oblitérés, détruits. Et il propose une restitution en fonction de ces souvenirs. C'est ce que l'on voit ici.
Alors en fait, la réalité que Duterte observe, c'est celle-là, donc des cercles de pierre, des allées, et il en conclut que le tout devait faire un ensemble tout à fait circulaire qu'il représente ici. Et ces cercles, eh bien, devaient être aux points cardinaux, aux points stellaires, et donc il dit, ben, il devait y en avoir 8. Et très vite, c'est pas il devait, il y en avait 8. Et bien évidemment, au sein d'un enclos comme ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah ben une sépulture prestigieuse, un dolmen. On ne le voit pas. Ah oui, mais il y en a qui disent l'avoir vu. Et cette légende s'amplifie encore avec un digne professeur d'histoire-géographie. J'ai moi-même enseigné l'histoire-géographie dans une autre vie. Et cette brave dame, Yvette Joutel, conseillère pédagogique au temps de sa splendeur, mais devenue âgée, bien comme ça nous arrivera peut-être, perdait quelque peu la tête. Et donc, elle menait des excursions où parfois, debout sur les pierres, elle haranguait la foule, évoquant ces allées d'allées qui servaient pour des processions avec des chars et qui menaient à une tombe. Elle avait vu cette tombe, et dans cette tombe, il y avait une jeune fille. Elle en avait vu les traces. Mais évidemment, tout cela avait disparu. Et donc, elle propose un plan qui, évidemment, est complètement farfelu, mais qui est tout à fait intéressant, parce que ça montre aussi comment les mythes peuvent se développer. Comment, à partir de quelques vestiges qui sont bien réels, très vite, y compris de la part de gens qui les ont vus à une certaine époque, eh bien, on transforme tout cela. Et souvent, ce que l'on en retient, eh bien, c'est le côté merveilleux de l'histoire. Je repasse la parole à Thierry. J'avais un peu peur tout à l'heure que la marée ne descende pas assez. Je viens de... Tout le monde peut le voir. On commence à apercevoir le premier pointement. Et d'ailleurs, les goélands qui sont sur la mer, eux l'exploitent déjà depuis un moment, puisqu'en fait, ils se servent des pointements rocheux pour récupérer des moules ou des petits crustacés, et donc ils consomment déjà sur place, sur le voilà fameux ce que vous allez voir dans quelques minutes. Ah voilà. Voilà.